Une étudiante quitta son domicile pour une promenade à vélo un après-midi d'été, mais elle ne rentra jamais. Dès l'instant où son absence fut signalée, sa disparition déclencha l'une des plus vastes opérations de recherche jamais vues dans la ville, attirant rapidement l'attention du pays tout entier. Les enquêteurs suivirent des milliers de signalements et examinèrent des centaines de suspects potentiels. Pourtant, chaque piste déboucha sur une impasse. C'est ainsi que l'affaire resta enlisée, jusqu'à ce qu'un rebondissement inattendu révèle une vérité glaçante. Ardith Wood naquit le 28 octobre 1975 à Saint John, au Canada. Elle devint plus tard la grande sœur fière de deux petits frères avant que la famille ne s'installe à Ottawa. Là, Ardith fréquenta une école catholique puis poursuivit des études universitaires en histoire et en philosophie. Après l'obtention de ses diplômes, son amour de l'apprentissage la poussa à continuer son parcours académique. Elle s'inscrivit dans une université proche de Toronto pour préparer un doctorat en philosophie. Ardith était passionnée par sa discipline et se voyait un jour enseignante dans une grande université. Ses professeurs vantaient régulièrement son intelligence, soulignant souvent que discuter avec elle ressemblait davantage à un échange entre collègues qu'entre professeurs et étudiantes. En dehors des études, elle menait une vie très active. Natation, course à pied et vélo comptaient parmi ses activités favorites. Elle rêvait également d'une grande famille et vivait une relation sérieuse, projetant un avenir avec son compagnon. Après avoir terminé son doctorat à l'été 2003, à 27 ans, Ardith rentra à Ottawa pour passer 2 semaines auprès des siens. Son université se trouvait à environ 300 km, les visites étaient donc rares et la distance pesait lourdement à cette famille très soudée. Pendant ses vacances, elle comptait profiter de chaque instant avec ses proches. Le matin du 6 août, Ardith se leva tôt pour aller courir. À son retour, elle prépara un dessert aux fraises pour ses parents et ses frères. Plus tard dans la journée, sa mère et elle prévoyaient d'aller faire du shopping, mais la météo annonçait de fortes pluies. Voulant profiter du beau temps tant qu'il durait, Ardith décida de faire un petit tour à vélo avant. Elle promit à sa mère de rentrer dans environ 1h30, emprunta le vélo de son frère et partit. Mais 1h30 plus tard, alors que le ciel s'ouvrait et que la pluie promise tombait à verse, Ardith n'était toujours pas revenue. Sa mère pensa qu'elle s'était fait surprendre par l'orage et qu'elle s'abritait quelque part en attendant la fin. Le temps passa, la pluie cessa, et toujours aucun signe d'Ardith. L'inquiétude monta. Sa mère appela son mari, qui partit immédiatement avec leur fils à sa recherche. Ils parcoururent en voiture le long sentier du parc, une piste très fréquentée par les cyclistes. Enfant, Ardith et ses frères y avaient passé des heures à pédaler, c'était donc l'endroit le plus probable, même si ce n'était qu'une supposition. Ardith n'avait pas précisé son itinéraire avant de partir. Malgré leurs recherches approfondies, le père et les frères ne trouvèrent aucune trace d'elle. La nuit tombait, la panique s'installait. Plus de 6 heures s'étaient écoulées depuis son départ, la famille craignait le pire. Quelque chose de grave était arrivé à Ardith. Ils décidèrent d'appeler la police. Mais comme Ardith avait 27 ans, les autorités considérèrent d'abord qu'une adulte pouvait très bien être partie de son plein gré. La famille refusa d'attendre sans rien faire, elle contacta amis et voisins, suppliant leur aide. En quelques heures, des dizaines de bénévoles se joignirent aux recherches, ratissant les pistes cyclables jusqu'au milieu de la nuit. Toujours rien. Le principal obstacle était l'immense réseau de pistes cyclables d'Ottawa, plus de 100 km, et personne ne savait quel chemin elle avait emprunté. On ne pouvait que supposer qu'elle avait pris celui le plus proche de la maison. Le lendemain matin, la police entra officiellement dans la danse et installa un poste de commandement au musée de l'aviation, point central où convergeaient plusieurs grandes pistes. Des dizaines d'agents furent déployés et un appel au public lancé. Des photos d'Ardith furent diffusées dans les journaux et à la télévision, et les bénévoles encouragés à participer. La réponse de la communauté fut exceptionnelle. En quelques heures, des centaines d'habitants rejoignirent les recherches. Police montée, hélicoptères, militaires, tout fut mis en œuvre. En quelques jours, la recherche d'Ardith devint l'une des plus importantes de l'histoire d'Ottawa. Pourtant, malgré les moyens colossaux, aucune trace d'elle. La nouvelle de sa disparition se répandit comme une traînée de poudre. Très vite, les policiers furent submergés d'appels et de signalements. Dans les premiers jours, plusieurs femmes se manifestèrent avec des récits troublants et très similaires. Toutes décrivaient le même homme qui les avait abordées dans des circonstances suspectes, toujours sur des pistes cyclables ou des sentiers près de la rivière, à 2 pas du poste de commandement. L'une d'elles raconta qu'il l'avait accostée à vélo, d'abord sympathique, engageant la conversation,
avant de changer brutalement d'attitude et d'essayer de la tirer de son vélo pour l'entraîner dans les bois. Elle avait réussi à se débattre et à fuir. Grâce à sa description détaillée, les enquêteurs réalisèrent un portrait robot, mais décidèrent de ne pas le diffuser immédiatement, trop de signalements arrivaient déjà, et sans preuve concrète le reliant à Ardit, cela risquait de semer la confusion. Peu après, d'autres femmes vinrent raconter des expériences quasi identiques, même homme, même comportement étrange, tentative de les entraîner dans les bois. Puis une nouvelle piste cruciale, une adolescente de 16 ans, qui avait vu la photo d'Ardit aux informations, contacta la police. Elle affirma avoir croisé Ardit à vélo le jour de sa disparition. Quelques instants plus tard, elle avait entendu une femme crier. En se retournant, elle avait vu Ardit avec un homme, en pleine dispute apparemment. Inquiète, elle avait continué, mais jeté un nouveau coup d'œil, l'homme entraînait Ardit dans les bois. Troublée, l'adolescente avait fait demi-tour pour vérifier. Quand elle était revenue sur place, plus personne. Elle s'était aventurée un peu dans les arbres, un chapeau pendait à une branche, 2 vélos gisaient plus loin, mais Ardit et l'homme avaient disparu. Mal à l'aise, elle avait préféré ne pas aller plus loin, se convainquant qu'il s'agissait peut-être simplement d'un couple qui se disputait. En pédalant pour partir, elle avait cru entendre un nouveau cri réel ou imaginé, elle ne savait plus. Lorsque la police lui montra le portrait robot, elle confirma qu'il ressemblait fortement à l'homme qu'elle avait vu avec Ardit. Cet témoignage renforça la conviction des enquêteurs, Ardit avait été enlevé. Il permit aussi de circonscrire la zone probable du crime. Une gigantesque battue fut organisée dans le parc, avec des centaines de bénévoles et même des plongeurs pour explorer la rivière sinueuse qui le traversait. Quelques jours après la disparition, les plongeurs repêchèrent un vélo dans la rivière. Le numéro de série correspondait à celui du frère d'Ardit. À ce stade, les enquêteurs durent se rendre à l'évidence, les chances de la retrouver vivante étaient quasi nulles. Ils concentrèrent alors leurs recherches le long des berges. Le même jour, un appel étrange parvint au central, un homme paniqué prétendait avoir tué Ardit, par accident, près d'une piste cyclable. Il affirmait l'avoir partiellement enterrée sur la berge et recouverte de branchages. La communication fut localisée à une cabine téléphonique d'une ville voisine. Les policiers s'y précipitèrent dans l'espoir de relever empreintes ou ADN, mais rien. Le lendemain, les chiens pisteurs, déployés des 2 côtés de la rivière là où le vélo avait été retrouvé, guidèrent les équipes jusqu'à un corps à quelques mètres de l'eau, à demi dissimulé sous des branches. La décomposition était trop avancée pour une identification visuelle, et le corps était nu. Les enquêteurs étaient presque certains qu'il s'agissait d'Ardit. Les restes furent envoyés à la médecine légale tandis que les techniciens ratissaient les environs. Aucune empreinte, aucun effet personnel, aucune trace évidente du meurtrier. L'autopsie confirma plus tard l'identité d'Ardit. Elle était morte noyée, probablement maintenue sous l'eau jusqu'à perdre connaissance. L'assassin l'avait ensuite traînée sur la berge et recouverte de branchages. Aucun de ses vêtements ne fut jamais retrouvé, le tueur les avait emportés. Si l'examen ne permit pas d'affirmer avec certitude une agression sexuelle, tout sur la scène laissait fortement présumer cette motivation. Après la découverte du corps, la police décida enfin de diffuser le portrait robot. Immédiatement, une vague de nouveaux signalements arriva, de nombreuses femmes reconnurent l'homme qui les avait harcelées dans les parcs. Mais aucun ne permit d'avancer véritablement. Au fil du temps, les enquêteurs constituèrent une liste de plusieurs centaines de suspects potentiels, qu'ils vérifièrent méthodiquement sans jamais pouvoir relier quiconque directement au meurtre d'Ardit. Ils explorèrent aussi la piste d'un prédateur en série, peut-être le même individu qui avait agressé plusieurs femmes dans une ville voisine l'année précédente, d'autant que l'étrange appel de confession provenait précisément de cette zone. Malgré tous leurs efforts, nouvelle impasse. Pourtant, les signalements continuaient, des dizaines de femmes décrivaient des rencontres avec un homme correspondant au portrait robot. En reportant les lieux sur une carte, un schéma inquiétant apparut, le même individu avait été vu au moins 19 fois dans le parc durant la semaine précédant la disparition d'Ardit. Pire, une femme affirma l'avoir aperçu le lendemain même de la découverte du corps, peut-être revenu pour mieux cacher les restes ou récupérer une preuve compromettante. Un détail revenait souvent dans les témoignages, l'homme portait un tatouage d'aigle sur l'épaule. Les enquêteurs gardèrent d'abord cette information confidentielle, pensant en faire leur atout-maître. Mais les semaines passant sans arrestation, ils la rendirent publique. Des centaines d'appels suivirent concernant des hommes tatoués d'un aigle. Tous débouchèrent sur des impasses. Pendant les mois qui suivirent, l'équipe traita plus de 4000 signalements. 2 appels, en particulier,
retinrent l'attention, l'un peu après la découverte du corps, l'autre plusieurs mois plus tard. Tous deux désignaient le même homme, habitant la ville d'où avait été passé l'étrange appel de confession, à quelques rues seulement de la cabine. Il avait un casier judiciaire, un tatouage d'oiseau à l'épaule correspondant parfaitement aux descriptions. Convoqué, son comportement fut troublant. À un moment, il défia même les enquêteurs. « Vous ne saurez jamais ce que je faisais le jour où Ardit est morte, je suis insaisissable comme un scorpion. » Interrogé 3 heures durant, il ne livra rien. Lors d'un second entretien avec test polygraphique, il passa l'examen haut la main. Aucun signe de mensonge détecté. Faute de preuves solides, ils durent le relâcher. Le temps passa, les signalements se raréfièrent. 1 an après le meurtre, l'enquêteur principal déclarait encore travailler sur une liste d'environ 400 suspects. Une récompense de 50 000 $ record à l'époque pour Ottawa fut offerte. En vain. 2 ans plus tard, l'affaire semblait définitivement classée, jusqu'à la disparition, en septembre 2005, d'une autre jeune femme, Jennifer Tighe, dans des circonstances troublantes. Les enquêteurs explorèrent aussitôt un possible lien, sans jamais le prouver. L'affaire Ardit Wood retomba dans l'oubli pendant presque une année supplémentaire. Les policiers craignaient qu'elle ne soit jamais résolue, aucune preuve matérielle, et malgré les nombreux témoins, l'homme mystérieux du parc restait insaisissable. Puis, en mai 2006, tout bascula. À North Bay, à environ 300 km d'Ottawa, une femme signala une tentative d'agression. Elle rentrait chez elle tard le soir quand un homme lui proposa de l'accompagner. Devant son refus, il insista, prétendant être nouveau à North Bay et chercher une adresse. Alors qu'elle lui indiquait le chemin, il la saisit brutalement et la traîna dans les buissons. Ses cris alertèrent les voisins, l'un d'eux sortit armé d'une pelle, mettant l'agresseur en fuite. Dans sa panique, ce dernier laissa tomber son téléphone portable. Erreur fatale. La police remonta rapidement jusqu'au propriétaire, Christopher Meyers, 25 ans, récemment installé à North Bay après avoir vécu à Ottawa. En préparant le dossier, l'enquêteur se rappela avoir entendu parler de l'affaire Ardit Wood lors d'un congrès policier. Il retrouva le portrait robot du suspect, la ressemblance avec Christopher était frappante. Il transmit immédiatement l'information à Ottawa. Première surprise, Christopher avait déjà été entendu dans les premières semaines de l'enquête, après un appel anonyme le désignant. À l'époque, rien de concret n'avait été retenu contre lui et il semblait avoir un alibi, sa logeuse affirmait l'avoir vu chez lui dans la journée, et il avait pris son service à 15 heures. L'attaque contre Ardit ayant eu lieu vers 13h30, le timing paraissait trop serré. 1 an plus tard, son nom était revenu via un nouveau signalement. Interrogé, il avait nié, relevant même ses manches pour prouver qu'il n'avait aucun tatouage. Mais maintenant, pour la 3e fois, Christopher Meyers était dans le viseur et cette fois il venait d'essayer d'entraîner une femme dans les buissons. Les enquêteurs décidèrent de reprendre son alibi à zéro. Nouvelle audition de la logeuse, en réalité, elle n'avait vu Christopher que le matin. Cette simple précision changeait tout, il avait largement le temps de rejoindre le parc à vélo, d'agresser Ardit et d'être à son poste à 15 heures. Les policiers refirent eux-mêmes le trajet à vélo, c'était parfaitement réalisable. Retrouvé dans une ville voisine, Christopher fut à nouveau interrogé. D'abord il nia tout. Puis, confronté au témoignage le plaçant dans le parc, il changea de version, oui, il y était, il avait même parlé brièvement à Ardit. Selon lui, elle aurait accepté de le suivre dans les bois près de la rivière, une autre fille serait alors apparue, effrayant Ardit qui serait tombée à l'eau. Il serait parti, puis revenu plus tard pour découvrir qu'elle s'était noyée, il l'aurait alors traînée sur la berge et recouverte de branchages avant de s'en aller sans rien dire. Les enquêteurs reconnurent immédiatement la supercherie, cette autre fille correspondait exactement au témoignage de l'adolescente de 16 ans diffusé dans les médias. Christopher avait simplement repris son récit pour construire une version arrangée. Peu après, il se rétracta totalement, affirmant n'avoir jamais mis les pieds dans le parc et avoir tout inventé à partir des journaux. Un test polygraphique fut réalisé, il échoua lamentablement. Malgré tout, sans preuve matérielle irréfutable, il ne pouvait pas encore l'inculper pour meurtre. Pendant qu'il restait détenu pour la tentative d'agression de North Bay, les enquêteurs creusèrent son passé. Mère alcoolique et toxicomane pendant la grossesse, violence physique, placement à 4 ans, puis abandon par la famille adoptive à 12 ans en raison de troubles graves du comportement, il parlait seul, se déshabillait en public, devenait de plus en plus agressif. Un psychologue l'avait qualifié des « enfants le plus effrayant qu'il ait jamais traité ».
À l'âge adulte, la façade était plus stable, emploi, logement, peu de contact avec la police hormis quelques affaires mineures. Mais d'anciennes petites amies, retrouvées par les enquêteurs, décrivirent des accès de rage, des coups, et confirmèrent qu'il passait son temps à vélo dans les parcs. L'une d'elles lâcha la bombe. Christopher avait l'habitude de se faire des tatouages temporaires, et elle l'avait vu à plusieurs reprises avec un aigle sur l'épaule. Ce détail fut le chaînon manquant. Toutes les descriptions des témoins prirent soudain tout leur poids. Mais il manquait encore une preuve décisive pour un procès, une confession complète. 5 mois après son arrestation pour tentative d'agression, les enquêteurs le reprirent longuement, cette fois avec le renfort d'un spécialiste britannique réputé pour faire craquer les suspects. Christopher alterna déni, ancienne version, on s'est embrassé, elle est tombée, rétractation, puis dessina même une carte des lieux et accepta de les y conduire. Sur place, il prétendit soudain ne plus reconnaître quoi que ce soit. Il n'avait toujours pas avoué franchement, mais son récit incohérent suffisait à le maintenir en ligne de mire. Les policiers avaient une autre carte en main, ils le soupçonnaient d'être l'auteur de plusieurs agressions sexuelles non élucidées à Ottawa à la même période. Mode opératoire identique, abordage anodin, puis attaque brutale. Quand on montra sa photo aux victimes, plusieurs le reconnurent formellement. Nouvel interrogatoire. Après des heures de pression, Christopher craqua et avoua 5 agressions sexuelles. Cette confession donna aux enquêteurs le levier nécessaire, charges supplémentaires, et surtout un dossier bien plus solide pour le meurtre d'Ardit. Il fut finalement inculpé de meurtre. Le procès s'annonçait long. En janvier 2008, un accord fut proposé, en échange d'une plaidoirie de culpabilité, le meurtre au premier degré serait requalifié en meurtre au second degré. Christopher accepta. Il reconnut avoir abordé Ardit sur la piste cyclable, l'avoir traîné dans les bois avec l'intention de l'agresser sexuellement, puis l'avoir noyé dans la rivière. Il plaida également coupable pour plusieurs autres agressions sur des femmes. Condamnation, prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. La première demande, en 2015, fut refusée. La seconde, en 2020, également. Les experts estimèrent qu'après 15 ans de détention, il restait extrêmement dangereux. Aujourd'hui encore, Christopher Meyers est derrière les barreaux, et il y a très peu de chances qu'il revoie un jour la liberté. Le meurtre d'Ardit Wood reste l'une des affaires les plus marquantes et traumatisantes de l'histoire d'Ottawa. Longtemps, les femmes craignirent de marcher seules ou de faire du vélo dans les parcs. Des patrouilles bénévoles et des sorties en groupe furent organisées pour veiller les unes sur les autres. Bien que Christopher ait reconnu plusieurs agressions, les enquêteurs sont convaincus qu'il en a commis beaucoup d'autres, certaines victimes n'ayant jamais vu son visage. Il est impossible de tout lui imputer avec certitude. Si cette affaire vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous postons une nouvelle histoire criminelle chaque soir. À la prochaine, restez prudents, restez vigilants.